Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de modules sur les anneaux principaux. Donc, on fait une vraie escapade en dehors de la théorie des catégories. Et en fait, on fait cette escapade parce que lors d'un exposé précédent, j'ai dit quelque chose qui était faux. Donc, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est que si M est un A-module, si M est un A-module, et, euh, et si X1, Xn est libre, alors je peux compléter X1, Xn. Alors ici, je suis déjà en train de dire des choses fausses. Si M est un A-module libre, et si X1, Xn est une famille libre de A, alors je peux compléter X1, Xn en une base de A. Donc, euh, ça, c'est faux. Alors, on va essayer de voir. D'abord, il y a une première question à laquelle j'ai envie de répondre. C'est la notion de rang d'un module. Euh, on va regarder ça. Rang d'un module. Alors déjà, peut-être pour commencer, donc dans toute la suite, A est un anneau commutatif. A est un anneau commutatif et on verra à quel moment on va rajouter l'hypothèse que c'est un anneau principal. Alors, premièrement, donc peut-être quelques petits rappels au niveau des définitions. Je prends X1, XP, une famille de A. Eh bien, on dit qu'elle est libre si et seulement si eh bien, la seule relation de liaison entre les x6 c'est la relation triviale. Donc, c'est la même définition que pour les espaces vectoriels. Alors, ici, je me trompe. Pour tout lambda 1, lambda p appartenant. Alors, ici, je dis n'importe quoi. Hein, c'est une famille de M. Voilà. Et donc, je me donne comme notation A, un anneau commutatif, et M, un A-module. Et je prends un module à gauche. On multiplie, on scalarise par la gauche. Donc voilà des notations qu'on va garder tout le temps. A, c'est l'anneau des scalaires, et M, c'est notre espace. Et donc, je prends une famille de vecteurs. Je prends une famille de vecteurs. Et cette famille est libre si, quand j'ai la somme des lambda xi qui est nulle, alors nécessairement, les lambda i sont tous nuls. Ça implique que pour tout i, lambda i égale 0. Ça, c'est la définition d'une famille libre dans un module, et génératrice, c'est pareil. Génératrice de M, pareil, si et seulement si, eh bien, tout vecteur de M s'écrit comme une combinaison linéaire, une combinaison alinéaire de dx. Voilà. Et donc, ensuite, on a une autre définition, c'est deuxième définition. M est de type fini. Eh bien, c'est l'analogue de dimension finie pour les espaces vectoriels.
on dit qu'un module est de type fini si et seulement si il possède une famille génératrice finie. Si et seulement si il existe x1, xp appartenant à donc m puissance p, tel que cette famille x1, xp est génératrice de A. Génératrice de A. Voilà. Ça, c'est un module de type fini. Alors, on a un petit fait. C'est que M est de type fini. M est de type fini si et seulement si il existe P appartenant à N et il existe une application F de A puissance P dans M qui est alinéaire et qui est surjective. Un petit fait. Alors, la démonstration, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors, dans ce sens-là, eh bien, je vais noter F, la famille X1, XP, qui est génératrice. Et je vais introduire une application que je vais noter CL indice F. C'est une private joke avec Miguel, puisque je fais ça en cours. Alors, je me suis trompé. Ici, c'est M puissance P. Je pense que je vais continuer à me tromper pas mal entre les modules et le corps. En fait, on aurait été vachement plus à l'aise si j'avais tout de suite noté mon anneau de base petit k. Comme ça, je ne me serais pas trompé. Donc, CLF, c'est la combinaison linéaire des vecteurs de F. Elle va donc de A puissance P dans M et à un PUplé de scalaire, elle associe la combinaison linéaire entre nos vecteurs xi avec pour coefficient lambda i. Et donc, CLF est bien surjective. Ça, c'est par définition du caractère générateur. Et dans le sens réciproque, eh bien, si f de A puissance P dans M est surge, eh bien, il suffit de prendre l'image par F de la base canonique. Donc ça, c'est bien des éléments de M. C'est bien des éléments de M. Les epsilon i, c'est les vecteurs de la base canonique. Et ça fait... C'est une famille génératrice. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient comme petit corollaire de ça? Corollaire. Un module de type fini, c'est un quotient d'un module à puissance. Donc, M est de type fini. Ça équivaut à... il existe... Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler K. Il existe K sous-module de A puissance P. Il existe P, il existe K, tel que M est isomorphe à puissance P quotient T par K.
Donc, les modules de type fini, c'est les quotients des modules. Donc, la démonstration, je ne vais pas la faire. K, c'est le noyau de l'application surjective. Application surjective. Alors maintenant, une autre définition, c'est la définition d'une base. Donc, si je prends x1, xp, une famille de vecteurs, donc j'appelle les éléments de M des vecteurs, c'est une base, si et seulement si elle est libre et génératrice. Elle est libre et génératrice. Et on a à ce moment-là un fait, c'est que M admet une base. M admet une base si et seulement si M admet une base x1, xp, si et seulement si il existe un isomorphisme, si et seulement si il existe un isomorphisme entre A puissance P et M. Voilà. Et donc, définition. On dit que M est libre si et seulement si il existe I ensemble et il existe XI, une famille de M telle que, qui est une base. Qui est une base de M, IE, il existe I ensemble tel que M est isomorphe à A puissance I. Donc là, dans cette définition-là, j'ai changé de paradigme. Jusqu'à maintenant, je faisais que des familles finies. Et là, j'ai fait des familles des familles infinies et des familles, du coup, presque nulles. Donc ça, c'est libre, c'est possède une base. Possède une base. Et du coup, libre de type fini, ça veut dire possède une base finie. Donc, un autre petit fait. M est libre de type fini si et seulement si il existe P, un entier, tel que M est isomorphe à A puissance P. Et c'est la même chose que il existe une famille x1, xp qui est une base de M. Okay, donc ça caractérise les modules de type fini, les modules libres de type fini. Et c'est les modules auxquels on va s'intéresser. Alors, on va avoir, donc ça c'était des généralités, et maintenant on va parler du rang d'un module. Rang d'un module. Et donc le petit 1, c'était généralité. Je vais voir si je peux retourner au petit 1. Ah ben voilà. Le petit 1, c'était déjà rang d'un module. Et donc le petit 2, c'est encore rang d'un module. Sauf que cette fois-ci, ça va vraiment être le rang d'un module. La question qu'on se pose, c'est si M est isomorphe à A puissance P et si M est isomorphe à A puissance Q, est-ce que j'ai P qui est égal à Q? Est-ce que j'ai P qui est égal à Q? Et si oui, eh bien, on appellera cet entier le rang qu'on va noter RG de M du module
du module libre de type fini M. Le rang, donc c'est l'analogue de la dimension. Rang de M, le rang, et ça marche lorsque c'est un module libre de type fini, donc c'est un petit peu l'analogue des espaces vectoriels de type fini, en quelque sorte. Alors, la réponse est oui. Et donc, c'est la proposition suivante. Alors, je suis un peu désolé parce que j'ai une preuve en tête qui utilise des choses pas complètement élémentaires d'algèbre commutative. Et à mon avis, si j'ai cette preuve en tête, c'est que ne doit pas forcément y avoir d'autres preuves plus faciles. Mais je veux quand même vous donner cette preuve, histoire de ne pas trop perdre de temps à sécher, à trouver une preuve que peut-être je ne trouverai pas. Donc, les données, c'est j'ai A, un anneau commutatif. J'ai M, un A module. J'ai P et Q, deux entiers. Et l'énoncé, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si j'ai M qui est isomorphe à A puissance P et si j'ai M qui est isomorphe à A puissance Q, alors nécessairement P égale Q. Démonstration. Eh bien, on va se ramener au cas des espaces vectoriels. Déjà, c'est quand même intéressant, quand même pour pouvoir se situer sur la difficulté de cette preuve, de se dire, mais comment déjà la preuve marche pour les espaces vectoriels et elle ne tombe pas des doigts. La preuve pour les espaces vectoriels, au bout du bout, c'est la méthode du pivot de Gauss. C'est la méthode du pivot de Gauss qui est bien formalisée et c'est le fait que, eh bien, voilà, pour démontrer le fait que la dimension est unique, on a besoin de faire des récurrences sur des espaces K puissance n, sur des matrices et de tuer des coefficients. Et donc forcément, à minima, pour les anneaux, on devrait faire la même chose, sauf que évidemment, dans les anneaux, on ne peut pas diviser. On ne peut pas diviser pour les anneaux. Donc ça fait tout de suite quelque chose qui est plus complexe. Et donc ça me rassure un petit peu, parce que je me dis, bon, bah, la preuve que je voulais improviser, dans le meilleur des cas, elle est aussi complexe que la preuve pour les espaces vectoriels. Et si je dois improviser cette preuve pour les espaces vectoriels, ça va être calculatoire. Il va falloir essayer de bien organiser cette preuve pour éventuellement faire sortir le lemme qu'il faut, qui en l'occurrence s'appelle le lemme de Kronecker, et ensuite articuler tout ça. Et donc, je vais faire beaucoup plus simple. Je vais me ramener au cas des espaces vectoriels. Et comment je vais faire pour me ramener au cas des espaces vectoriels? Je veux donc passer de A anneau à K corps. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais considérer un idéal maximal. Je vais considérer un idéal maximal. Alors, ce qui me permet de voir au passage que le résultat est faux si A est nul. Si l'anneau est nul, c'est faux. Donc, il faut supposer A non nul. Je ne t'ai jamais rendu compte de ça, mais voilà, ce résultat est faux pour l'anneau nul. Mais il n'y a pas que Eric et toi qui pensaient que l'anneau nul existe dans l'univers? Je crois que tu m'avais déjà posé cette question, Miguel, et je pense que, en fait, à mon avis, tu confonds la non-existence de l'anneau nul et la non-existence du corps nul. Le corps nul n'existe pas. Dans un corps, on a nécessairement 0 qui est différent de 1. En revanche, l'anneau nul existe à 100%. 100%. Sinon, tu pourrais pas, par exemple, tu pourrais pas faire
A quotienté par I si I est l'idéal plein. Donc, ça veut dire qu'un idéal ne peut pas être plein. Mais si un idéal ne peut pas être plein, je ne peux pas considérer l'idéal engendré par 1. Ce n'est pas un idéal. Parce que si l'idéal engendré par 1 était un idéal, je pourrais faire A quotienté par I, vu que A quotienté par I existe, pour lorsque I est un idéal, mais A quotienté par A, c'est l'idéal nul. Alors voilà une des premières raisons pour lesquelles l'anneau nul existe. Mais il y en a plein d'autres. Non, l'anneau nul existe, c'est un élément vraiment très important. Et ça, je pourrais justement te donner éventuellement des justificatifs catégoriques. C'est-à-dire que si j'enlève l'anneau nul de la catégorie des anneaux, eh bien, ma catégorie devient bancale. L'anneau nul, c'est un élément final de la catégorie des anneaux commutatifs. Autrement dit, pour tout anneau A, il existe un unique morphisme de l'anneau A vers l'anneau nul. C'est le morphisme nul. Et si j'enlève, alors l'élément initial dans la catégorie des anneaux, je pense que c'est Z, hein, il y a toujours un morphisme de Z vers un anneau. Ça revient à envoyer 1 sur 1. Donc, c'est le morphisme qui va déterminer le sous-anneau premier. Donc, si j'enlève l'anneau nul, je n'ai plus d'élément final dans cette catégorie. Mais un élément final dans une catégorie, c'est un cas particulier de. Alors, c'est un élément, c'est un cas particulier de produit. Et or, moi, je veux que la catégorie des anneaux soit stable par produit quelconque, produit fini, par limite, etc., par produit vide, etc. Donc voilà, si j'enlève l'anneau nul, j'ai plus d'élément final, j'ai plus la stabilité par produit et je peux plus quotienter, je peux plus faire de produit tensoriel, puisque quand je fais du produit tensoriel entre anneaux, ça peut me faire l'anneau nul. Hein, si je considère l'anneau Z sur NZ, si je considère l'anneau Z sur 2Z et je considère l'anneau Z sur 3Z et que je fais leur produit tensoriel, ça fait l'anneau nul. Parce que je ne peux pas avoir à la fois 2 qui est nul dans un anneau et 3 qui est nul dans un anneau. C'est nécessairement que 1 est égal à 0. Et donc, c'est l'anneau nul. Etc., etc. Donc, non, je t'assure, Miguel, l'anneau nul, sans problème. Alors, Miguel, je pense que la discussion qui est peut-être plus polémique, c'est le corps à un élément. Ça, peut-être tu nous as entendu déjà aussi parler de ça. Oui, j'ai déjà participé à un débat comme ça. Ouais. Celui-là, ça, c'est une autre histoire. Alors, si le corps, donc un corps, en revanche, un corps ne peut pas être nul. Donc, un corps, ce n'est pas un anneau commutatif où tout élément non nul est inversible. Parce que si je considère tout élément non nul de l'anneau nul, c'est une pour toute assertion sur le vide. Et donc, si je dis qu'un corps est un anneau commutatif où tout élément non nul est inversible, c'est la mauvaise définition d'un corps. Je peux le mettre en remarque, c'est marrant ça. Remarque, soit A, anneau commutatif, tel que pour tout x appartenant à A, x différent de 0 implique x inversible. Ce n'est pas la définition d'un corps, car ça bug pour l'anneau nul. Ce n'est pas la définition d'un corps. Pourquoi? Car l'anneau nul, vérifie étoile. Or, l'anneau nul n'est pas un corps. Or, on sait que l'anneau nul n'est pas un corps.
Or, on sait que l'anneau nul n'est pas un corps. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on se demande, si on fait une petite parenthèse dans la parenthèse, quelle est la caractéristique de l'anneau nul? La caractéristique de l'anneau nul, eh bien, je regarde le morphisme, alors je vais dans le mauvais sens, le morphisme de Z dans l'anneau nul, qui a n associe n fois le 1 de l'anneau nul, mais le 1 de l'anneau nul, c'est le 0 de l'anneau nul. Et quel est le noyau de ce morphisme? Eh bien, c'est Z tout entier. Et Z tout entier, c'est l'idéal de Z engendré par 1. Donc, l'anneau de caractéristique, la caractéristique de l'anneau nul, c'est 1. Et c'est le seul anneau de caractéristique 1. La caractéristique de l'anneau nul est 1. Et exercice, montrer que c'est le seul anneau de caractéristique. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent tendance à retenir la caractéristique d'un corps, mais la caractéristique d'un anneau existe aussi et n'est pas forcément un nombre premier. Hein. Parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. La caractéristique de Z sur NZ, c'est N. Voilà. Donc, fin de la parenthèse sur l'anneau nul. Et donc, non, l'anneau nul existe. Et alors, la bonne définition d'un corps, A, corps, si et seulement si de définition, groupe des inversibles de A est exactement égal à, est exactement égal à A privé de 0. Et ça ne marche pas pour l'anneau nul, puisque pour l'anneau nul, si A est l'anneau nul, eh bien, tous les éléments de l'anneau nul sont inversibles. 0 est inversible dans l'anneau nul, parce que 0 fois 0 est égal à 0, mais 0, c'est 1. Mais A privé du 0 de l'anneau nul, c'est l'ensemble vide. Donc ça, c'est la bonne définition. Hein. C'est la définition qui marche pour un corps, c'est ça, et non pas l'autre. Et dernière chose, un petit fait pour terminer sur l'anneau nul, c'est que A est l'anneau nul. Si et seulement si le neutre multiplicatif de A est égal au neutre additif de A. Et donc, souvent, dans les corps, on peut dire aussi, on suppose que 1 est différent de 0. C'est une autre façon de pouvoir exclure ces cas un petit peu pathologiques. Il faut que 1 soit différent de 0 et que tout élément non nul soit inversible. Donc, attention, on continue. Alors, je n'ai pas noyé le poisson. Je dois toujours démontrer cette proposition. A un anneau commutatif, M un A module. Je viens de me rendre compte qu'il faut supposer l'anneau A non nul, puisque l'anneau non nul puissance P est isomorphe à l'anneau non nul puissance Q pour tout P, pour tout Q. Hein, le carré de l'anneau nul, c'est l'anneau nul. Et donc, je dis qu'on se ramène au cas des espaces vectoriels. Et donc, je veux passer d'un anneau A à un corps K. Et pour ce faire, je vais considérer un idéal maximal. Et c'est ça qui m'a fait penser à l'anneau non nul, puisque pour trouver un idéal maximal, il faut supposer l'anneau non nul. Si l'anneau est nul, il ne possède pas d'idéal maximal. Donc, allons-y pour la preuve.
comme A est non nul, soit M un idéal maximal de A, et à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que on note, on va noter K, le quotient de A par M, c'est un corps. Donc ça, c'est un corps parce que l'idéal est maximal. C'est pour ça que c'est un corps. Et ensuite, on va considérer on considère M. Et donc, je vais quotienter M par à mon avis, ça va être M fois M. Donc là, je fais le quotient en tant que groupe abélien. Bon, M fois M, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'ensemble des lambda fois X avec lambda qui est dans l'idéal maximal et grand et petit x qui est dans mon module. Et alors, ce n'est pas ça. C'est le groupe engendré par ça. Hein, c'est-à-dire l'ensemble des sommes de lambda xi, i variant de 1 à p, où p est un entier, et où lambda i vit dans mon idéal maximal, et où xi vit dans mon module. Bon, c'est bien un sous-groupe. Donc ça, c'est un groupe abélien. Et en fait, je vais montrer qu'il possède une structure de K espace vectoriel. Une structure de K espace vectoriel. Donc ici, je vais considérer P la projection de A vers K. Et je vais considérer pi la projection de M vers M sur M quotienté par MM. Et donc, je veux montrer, l'idée, c'est le fait, c'est que si je considère un scalaire et si je considère un vecteur, eh bien, lui, lambda, je vais l'écrire P de petit a, et x, je vais l'écrire comme pi de v. Alors, lambda x ne dépend pas de a et v. Lambda x, alors, c'est pas lambda x, parce que lambda x, ça ne veut rien dire. Je pose
je pose lambda x, bah, ça va être égal à pi de AV. Donc, lui, c'est un scalaire. Donc, je suis en train de scalariser mon vecteur V par le scalaire A. Et ensuite, je peux l'envoyer via mon morphisme pi dans mon nouvel espace vectorique, dans mon nouveau module. Et le fait, c'est que eh bien, ça ne dépend pas de A et V. Cela ne dépend pas du choix de A et V. Okay. Autrement dit, si j'ai PA qui est égal à PA' et si j'ai pi V qui est égal à pi V', alors j'ai bien pi AV qui est égal à pi A'V'. Et voilà. Donc ça, je ne vais pas le faire. Hein. Je laisse le vecteur le vérifier, mais il n'y a aucun problème. C'est très simple. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que M, le module M quotienté par M sur M, est un A sur M module et donc espace vectoriel. A sur M, IE, un K espace vectoriel. Voilà. Et alors maintenant, il faudrait démontrer que l'image d'une base est une base. L'image d'une base est une base. Donc ici, on considère maintenant x1, xp appartenant à m puissance p, une A-base de m. Et on va d'abord montrer que pi de x1, pi de xp, qui appartient... Alors, mon nouveau module, je vais l'appeler... je vais garder. Je ne vais pas donner de notation. OK, j'ai toujours pi, qui est la projection canonique de m vers son quotient. Et il faut montrer que c'est, par exemple, générateur. Alors ça va être ultra facile, puisque si je prends un y qui appartient à m que je quotiente, eh bien, naturellement, y s'écrit comme pi de quelque chose. Hein, le morphisme pi, la projection sur le quotient est canonique. Maintenant, le quelque chose, il appartient à m. Et donc, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de x1, xp. Et cette combinaison linéaire, y égale somme des lambda i fois xi, je peux la passer à pi. Ça me fait pi de y est égal à la somme i égale 1 à p des pi de lambda i xi. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que pi de lambda i xi? Eh bien, c'est égal à p de lambda i. Donc, lambda i, c'est un scalaire. Et ça, c'est la trace de ce scalaire dans le corps K. Et ça, c'est scalarisé fois pi de i. Et ça, c'est juste la conséquence de la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Et donc, j'ai bien trouvé conclusion. Ça, je peux noter mu i
égale P de lambda I. Ça appartient bien à K. Et conclusion, j'ai bien Y qui est égal à la somme des mu I fois pi de X. Donc, la famille est bien génératrice. Maintenant, on va montrer qu'elle est libre. On va montrer que X1, XP, pi de X1, pi de XP est libre. Et donc, à ce moment-là, on se donne une famille mu1, mu-p de scalaires telle que la somme des mu-i pi de xi est égale à 0. Évidemment, les mu-i, je les écris comme mu-i égale p de lambda i. Hein, j'ai toujours p, ma projection de A vers A sur M, qui est mon corps. Et donc, d'après les formules de compatibilité que j'ai données plus haut, ça va me donner bien, pi de la somme de 1 à p des mu-i des lambda i ici égale à 0. Voilà. Et ça me donne que la somme des lambda i xi appartient à m fois grand M. Alors, comment je vais m'en sortir maintenant? Mon but, c'est je veux montrer que tous les lambda i vivent dans M. Donc, reprenons. Je vais montrer que c'est libre. Donc, je me donne une famille de scalaires où c'est envoyé vers 0. Mes scalaires, je les écris comme l'image par lambda i. Je factorise tout ça. Donc, ça me donne que la somme des lambda i xi appartient à m fois grand M. Alors, ici, on peut s'en sortir. On va faire ça comme ça. Du coup, si ça appartient à m fois grand M, c'est que ça s'écrit comme une somme Q égale 1 à... alors, J égale 0 à Q de M indice J fois Y indice J, où les MJ appartiennent à l'idéal M et où les YJ appartiennent au module grand M. Souvenez-vous, c'est comme ça que j'ai défini une sorte d'idéal, là, M crochet. Mais maintenant, chacun des YJ, je vais les décomposer dans la base XI. Donc, ça s'écrit comme la somme des θi XI. Et donc, quand je recompose tout ça, ça va me donner une somme. Alors ici, pour être plus précis, comme c'est YJ que je décompose dans la base des XI, je vais écrire comme ça, et ça va me faire la somme I égale 1 à P de la somme J égale 0 à Q des MJ fois θi crochet J, le tout fois XI. Et lui appartient à M, puisque lui appartient à M. Donc, stabilité de M par produit et par somme, ça appartient à M. Et donc, vu que c'est une base, j'obtiens que lambda I est égal à ce truc-là. Conclusion, lambda I appartient à M. Et donc, ça me donne que, initialement, mu I est égal à 0. Et donc, c'est bien libre. Et donc, comme c'est libre, on obtient une base dans le cas des espaces vectoriels. On s'est ramené au cas des espaces vectoriels. Et donc, conclusion, le rang est bien défini.
Conclusion, le rang est bien défini. M. Donc, dorénavant, on supposera A non nul. Et donc, si j'ai M qui est un A module, libre, de type fini, eh bien, il existe un unique entier P tel que A est isomorphe tel que M est isomorphe à A puissance P. Il existe un unique entier P tel que M est isomorphe à A puissance P. C'est le rang de M. Rang de M. Voilà. Alors, donc voilà ce que je voulais dire sur le rang. Donc, j'ai rappelé la définition des modules libres, des modules de type fini, famille libre, famille génératrice, base. Le rang est bien défini. Et maintenant, on va avoir un résultat. Alors, du coup, je peux revenir au contre-exemple. Donc, petit 3, contre-exemple. Donc, contre-exemple, le TBI est faux pour les A modules. Je ne peux pas compléter une famille libre en une base. Je ne peux pas compléter une famille libre en une base. Et donc, ici, le contre-exemple, c'est je prends A égale Z, je prends M égale Z. Ici, on a un fait qui est intéressant, un réflexe qui est intéressant, c'est que les sous-A modules de A, ça correspond exactement aux idéaux de A. Alors, en fait, je ne vais pas vraiment me servir de ce réflexe-là, mais ici, je vais prendre comme famille libre la famille 2. 2 est une famille libre. 2 est une famille libre de Z, parce que Z est intègre, et 2 est non nul. Mais je ne peux pas la... Alors, si je devais la compléter en une base, bah, ça serait déjà une base, puisqu'elle est de bonne taille. Comme le rang de Z, c'est 1. Le rang de Z en tant que Z module. Ah, évidemment, quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est complètement évident, c'est que le rang de A puissance P, bah, c'est P. Hein. Pratiquement par définition. Donc, le rang de Z, c'est 1. Et donc, si je pouvais compléter 2 en une famille, hein, si le TBI était vrai, on n'aurait que 2 est une base de Z. Si le TBI était vrai, on n'aurait que 2 est une base de Z. Que 2 est une base de Z, et ça impliquerait que pour tout n appartenant à Z, il existe lambda appartenant à Z tel que n est égal à lambda fois 2. Fois 2. Et ça impliquerait que tout entier est pair. Et c'est fou. Donc voilà le contre-exemple. Le TBI est faux pour les A modules. Maintenant, on va démontrer que un sous-module d'un module libre est libre. Un sous-module d'un module libre
dans le cas principal. Un sous-module d'un module libre est libre. De rang inférieur. Attention, ici mon hypothèse c'est si A est principal. Je n'ai pas réfléchi à un contre-exemple si A n'est pas principal. Et là, comme ça, j'essaierai naturellement de regarder Z sur NZ. Naturellement, j'irai voir du côté de Z sur NZ. Alors, on ne va pas se poser cette question-là, qui est une question très intéressante, mais comme le temps est compté et que je n'ai pas forcément envie de ne pas trouver et de perdre du temps, on va directement passer à cette proposition. Donc, A, anneau principal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anneau principal? Petit rappel, c'est un anneau qui est intègre. Je vais vérifier que dans la définition d'intègre, il y a non nul. Bon, tout c'est des anneaux commutatifs. Ouais. Donc, intègre. Donc, en particulier, non nul. Un anneau intègre est nécessairement non nul. Et, bon, commutatif. Et tout idéal est principal. Tout idéal I de A s'écrit comme l'idéal engendré par A pour un A qui appartient à un grand A. Donc, ma proposition, je considère A un anneau principal, je considère M un A module. Ici, j'ai mis libre, je crois que c'est vrai, mais je vais juste le démontrer dans le cas fini. M un A module de type fini, un A module libre de type fini. Et N un sous-module. Un sous-module de grand M. Alors, N est libre. De type fini. Et le rang de N est inférieur ou égal au rang de M. Alors, je vais remettre mon iPad à charger. Je mets sur pause. Alors, la preuve, on va la faire sur par récurrence. Démonstration par récurrence sur le rang de A. Alors, notez, voilà. Et finalement, ce qu'on va prouver également, c'est... alors, si le rang de A est égal à 1, eh bien, par transport de structure, on se ramène aux idéaux, donc à N sous-module de A. Hein, puisqu'on le rang de A vaut 1, donc ça veut dire que... Alors, rang de A, c'est n'importe quoi, c'est rang de M. Hein, si le rang de M vaut 1, bah, c'est que M est isomorphe à A.
en tant que A module. Et les sous-modules de A, c'est les idéaux. Et un idéal de A possède une base. Donc, on écrit I égale comme ceci. Et on suppose I non nul. Et à ce moment-là, donc le cas où I est nul, c'est à ce moment-là, un module nul, il est libre avec une base vide. Et si I est égal à ce moment-là, A est une base de I. Le caractère libre vient de l'intégrité, le caractère générateur vient de ce qu'on a écrit. Donc, on va faire l'hérédité maintenant. Donc, je suppose le résultat vrai. Je suppose le résultat vrai pour n, un entier non nul. Et je considère, et donc je suppose que on suppose que le rang de m est égal à n plus 1. Et on considère une base x1, x, n plus 1. Donc on considère une base de m. Voilà. On va bosser avec une base de m et on a n qui est un sous-module. On a n qui est un sous-module de grand M. En fait, ce que je vais considérer, c'est l'astuce ici, c'est que je vais considérer grand I, l'ensemble des lambda appartenant à A, qui sont les traces sur X1. Comment je pourrais noter ça? Je vais introduire un petit peu de formalisme. Donc, on considère ce que je vais noter coord indice 1, qui va de M. Quitte à faire coord, je vais faire coord indice I, qui va de M dans A. Et qui a X associe donc la coordonnée selon xi de X. La coordonnée selon xi de X. C'est-à-dire, donc ça va de M dans A, et à X, ça associe lambda I, où on a écrit X est égal à la somme des lambda I X. Donc ça, c'est bien défini. C'est bien défini car ici est une base. Donc générateur, tout élément X s'écrit comme ça. Donc je peux trouver un certain lambda I, et bien défini parce que c'est libre. Une base de... Voilà. Et c'est une application qui est alinéaire. Une application qui est alinéaire. Et donc maintenant, mon astuce, c'est je vais considérer l'ensemble des coordonnées, des premières coordonnées d'éléments qui sont dans N. Astuce. Donc on pose grand I
égale l'ensemble des premières coordonnées d'éléments x pour x qui appartient à n, le sous-module. Alors, I est un idéal de A. Pourquoi c'est un idéal de A? Ça, c'est assez simple. Okay. Je ne le fais pas. Juste une simple vérification. Alors, maintenant, si I est l'idéal nul. Et Colas, je pense que pour que I soit un idéal, tu as quand même un cas qui va te poser problème. C'est quoi? L'inclusion, non? Si jamais. Qu'est-ce que tu as fait comme hypothèse de départ sur tout ce module et tout module? T'as pas un cas où ça marche pas pour l'idéal? J'ai du mal à voir où ça va pas marcher. Je peux le vérifier. Hein. Alors, bah, confiance. Je le vérifierai après. Je regarderai après. Non, mais on va le vérifier. Alors, bon, déjà, le fait que I est inclus dans A, ça, c'est par définition, puisque la coordonnée d'un vecteur, c'est un scalaire. Donc, ça appartient à A. Maintenant, la stabilité par somme. Donc, je prends deux éléments. Donc, ça veut dire que j'ai la coordonnée d'un premier vecteur et la coordonnée d'un deuxième vecteur, avec x et y qui appartiennent à n. C'est évidemment la somme par alinéarité de la coordonnée. C'est la première coordonnée de x plus y. Et maintenant, la scalarisation, la stabilité par multiplication, eh bien, je prends un élément qui est dans cet idéal, i, il s'écrit coordonnée de quelqu'un, et je prends lambda qui appartient à A, mais à ce moment-là, lambda fois coordonnée fois la coordonnée, j'ai mis des S, mais il n'y a pas de S. Lambda fois la coordonnée de x, c'est la coordonnée de lambda x. C'est la coordonnée de lambda x. Et lambda x appartient bien à n. Parce que c'est un sous-module, c'est stable par somme et par scalarisation. Ça marche pour toi, Eric? Ouais, c'est bon. Alors, si i égale 0, ça veut dire que les éléments de n n'ont pas de trace sur E1. Et donc, ça veut dire que n est inclus dans le A module engendré par x2, etc., xp plus 1, xn plus 1. Ouais, c'est ça le truc en fait que j'avais en tête quand c'est l'externe idéal. En fait, je me posais la question idéale. Parce qu'en fait, c'est ça dont tu vas avoir besoin le coup d'après. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, ici, on va admettre sans problème que le A module engendré par x2, xn plus 1, c'est un module libre. Donc, or, alors, je ne sais pas trop comment noter l'idéal. Allez, je vais le noter vect. L'idéal, pardon, le sous-module engendré par x2, xn plus 1 est libre. C'est assez évident, est libre de rang n. Okay, puisque x2, xn plus 1 est libre, la famille, et elle est aussi génératrice. Et donc, l'hypothèse de récurrence s'applique. Donc, l'hypothèse de récurrence s'applique. Maintenant, si i est non nul, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bon, déjà, i non nul, ça veut dire que on écrit i est égal à petit a.
Et comme A appartient à I, on se donne X, un élément, allez, on va l'appeler A0. X0, alors X est déjà pris, donc je vais l'appeler Y. Y0, un élément de N, tel que A0 est égal à tel que Y0, la première coordonnée de Y0, c'est A0. La définition de I, c'est les premières coordonnées. Et donc là, je dis, bon, vu que A0, l'élément qui engendre grand I, appartient nécessairement à I, c'est donc la première coordonnée d'un vecteur de N. Et donc, je l'écris comme ça. Plus ici, la somme de, lambda I, xi, I variant de 1 à N plus 1. Voilà. Donc, je me donne ça. Et maintenant, je vais regarder N intervect de x2, x, N plus 1. Et ça, c'est un sous-module. Ça, c'est un sous-module de vect de x2, xn plus 1. Et c'est donc libre. C'est donc libre. J'ai un petit problème de tablette là. Alors, est-ce qu'on va arriver à scroller? Oui. Donc, je regarde la trace de mon sous-module N sur le module engendré par tout ça. L'intersection de deux sous-modules est un sous-module. Et donc, c'est un sous-module de ça. Lui, comme tout à l'heure, il est bien libre de rang N. Donc, N inter vect de x2, xn plus 1 est libre de rang inférieur ou égal à n. Et je vais me donner une base de ça, de base. Et ici, comme base, je vais la nommer donc de rang égal à P. Je vais prendre Y1, YP. OK, donc j'ai trouvé une base. J'ai trouvé une base de ça. Et donc maintenant, ce que je vais essayer de démontrer. Alors, je ne suis pas vraiment sûr que ça va marcher, mais on va essayer. Donc maintenant, on va vouloir montrer qu'on a trouvé une base. Montrons que Y0, Y1, YP est une base de N. C'est une base de N. Le caractère générateur. Le caractère générateur, je vais prendre un Y qui appartient à N. Je l'écris somme des θi xi. Je lui soustrais θ0 fois... Alors, θ0 est un multiple. C'est là que le truc tourne. C'est que j'ai θ0 qui appartient à i. Donc, θ0 égale quelque chose fois A0. Et donc, je considère y moins quelque chose fois y0. Cette opération, elle tue le coefficient en x1.
Donc, y moins quelque chose fois y0 appartient à n inter la trace sur n du reste. Et à partir de là, je peux écrire que donc y moins quelque chose fois y0 est bien égal à la somme des lambda i, i variant de 1 à p. Et donc, c'est OK. Et donc, j'ai bien le fait que y est égal à quelque chose fois y0 plus la somme des lambda i, y. Donc, le caractère générateur, c'est OK. Et le caractère libre, j'ai l'impression que ça va être encore plus simple. Donc, je considère somme des lambda i, i variant de 0 à p qui est égal à 0. Et je veux montrer que tous les lambda i sont nuls. Alors, comment je vais faire ça? Somme des lambda i, y. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'appliquer l'application coordonnée là-dessus. Coord 1 de tout ça. Alors, donc ça me fait la somme i variant de 0 à p des lambda i, la première coordonnée de yi, ça fait 0. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que y1, etc., yp appartiennent à vect de x2, xp plus 1. Donc, ils n'ont pas de coordonnées en x1. Donc, si j'ai i qui est supérieur ou égal à 1, j'ai la coordonnée en y, la première coordonnée en y1 qui est nulle. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens que lambda 0 fois la première coordonnée en y0 est nulle. IE, lambda 0, A0 est nul, mais A0 est non nul. Hein, on a supposé que I était non nul. Or, A0 est non nul car I est non nul. Donc, j'obtiens que lambda 0 est égal à 0. Et à partir de là, on enchaîne sur le fait que, comme YI est une base, comme Y1, YP est une base de n intervect de x1, x2, xn plus 1, c'est OK. Tous les autres lambda i sont nuls. Et par conséquent, c'est une base. Conclusion, on a trouvé une base de n. Conclusion, on a trouvé une base de n et le rang qui était... dans le pire des cas, on a rajouté un vecteur, donc on a bien le rang de n qui ici est inférieur ou égal à 1 plus p, et donc p était plus petit que n, donc plus petit que n plus 1. Et donc ça termine la démonstration. Alors, je vais terminer ce que je voulais dire aujourd'hui par un contre-exemple. Donc attention, contre-exemple important. Même dans le cas où A est un anneau principal. K est un anneau principal. Eh bien, si j'ai M libre de type fini, et si j'ai N qui est un sous-module M est un sous-module de M,
de rang plein. IE rang de n égale rang de m. Donc, sous-module de rang plein, ça n'implique pas que c'est un sous-module plein. Sous-module de rang plein n'implique pas que n est un sous-module plein. Alors, je galère pour faire, scroller la tablette. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. N'implique pas que n égale n. Ça, c'est faux en général. Démonstration, on va donner un contre-exemple. Deux z est un sous-module de z, et 2z et le rang de 2z est égal à 1. Voilà. Fin de la démonstration. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour toi, Eric? Bah oui, carrément, parce que je pense que c'est la petite introduction après 1 heure, donc je ferai ça la prochaine fois. Je pense que c'est déjà très dense et je pense que c'était quand même sympa de raconter tout ça. Oui. Et puis ça va être utile de toute façon parce qu'il y a pas mal de choses, en particulier ces notions de rang qui sont sous-entendues dans ce que je présenterai la prochaine fois. Voilà, puis comme on a décidé d'aller regarder de plus près ces histoires de modules, c'était bien de pouvoir savoir pourquoi la notion de rang était bien définie. Et puis, Miguel, je pense que dans la preuve que tu vas présenter, tu as besoin de ce résultat-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on utilise le fait qu'on sait qu'un sous-module d'un module libre de type fini est aussi de type machin. Donc, comme ça sera fait, on aura une preuve complète. Avant de terminer l'enregistrement, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non, moi c'est très clair pour moi. Ok, eh ben... Moi, il faut que je relise un peu parce que il y a un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon Internet a débrayé plusieurs fois. Il faut que je relise un petit peu les notes pour voir. Ok. Ben, moi, je n'ai pas remarqué que ton Internet avait débrayé. Et Non, je pense que le truc intéressant, mais je regarderai de mon côté, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sort du cadre anneau principal. Ouais. Bah là, j'ai l'impression qu'on en a vraiment besoin quand même pour le rang. Ah oui, parce que dans ta démo sur le rang du module, tu en as carrément besoin parce que tu vas extraire justement. Il n'y a plus l'anneau principal, cette démo elle tombe à l'eau, c'est sûr. C'est central. Ben, en fait, il suffit déjà, en fait, si mon anneau n'est pas principal, ça veut dire que j'ai un idéal qui est engendré par deux éléments. Je peux considérer un idéal engendré par deux éléments. Et mon anneau est un module libre de rang 1. Et donc, j'obtiens un sous-module de mon anneau A qui va être de rang supérieur ou égal à 2, voire même de rang infini. C'est-à-dire que je peux même trouver des modules libres de rang infini qui sont des sous-modules d'un module de rang A. Ça revient à trouver un idéal dans un anneau intègre, un idéal qui n'est pas de type fini. Ça se trouve, ça se fabrique typiquement avec l'anneau des polynômes à une infinité d'indéterminés. Tu regardes l'anneau, par exemple, Z, crochet x1, x2, x3, etc. C'est un anneau qui n'a vraiment pas des bonnes propriétés. Et tu peux trouver des idéaux qui sont pas de type fini.
dans cette année-là. Et donc, ça fait en particulier des sous-modules d'un module libre de rang 1 qui sont de rang infini. Donc, non, l'hypothèse principale, elle est vraiment importante là. Et la question qui est en suspens, c'est sous-module libre. Est-ce que ça implique forcément libre? Je crois que c'était ça. Donc, je chercherai un contre-exemple, un sous-module d'un module libre qui n'est pas libre. Voilà, on continue la semaine prochaine. On va continuer a priori pendant au moins une séance, voire quelques autres séances, des petits compléments, des petits détours par la théorie des modules. Et le but de tout ça, c'était simplement de présenter un exemple d'un isomorphisme qui n'est pas naturel. Et je reviendrai là-dessus lorsqu'on aura mis au clair toutes ces notions et qu'on aura donné des preuves des résultats dont on a besoin. Voilà, j'arrête l'enregistrement ici.